Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau We're in Live où j'ai l'immense honneur de rencontrer Zoé et auquel on va échanger pendant la prochaine demi-heure et auquel vous pourrez aussi lui poser de nombreuses questions, je l'espère. Donc merci à tous de nous avoir rejoints sur cette nouvelle session. Merci à toi Zoé de prendre le temps de l'autre côté du monde, en Nouvelle-Calédonie, de se connecter alors qu'il est déjà le soir, à 21h30. Avec plaisir. Donc, merci. Tu étais récemment en France pour la JFTL. Donc, on a pu se croiser. On pourra reparler du sujet que tu as présenté aussi lorsque tu es venu, si tu le souhaites. Mais avant tout, je vais te laisser l'honneur de te présenter pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore. Eh bien, merci de me recevoir dans ce We're in Live. Zoé Tivet, je travaille en Nouvelle-Calédonie dans une société de services qui s'appelle iTest. Donc, ça fait 8 ans que je fais du test, dont 7 ans en Nouvelle-Calédonie. Voilà, et j'interviens auprès d'organisations calédoniennes à 100% à ce jour. Mais aussi d'autres organisations via ma casquette Testéum, qui est une plateforme de crowd testing. Voilà, donc en termes de prestations, j'interviens sur pas mal de types de missions différentes du fait de ce contexte insulaire un petit peu, qui fait que voilà, on est une petite équipe, on a des demandes qui sont assez variées sur des contextes assez différents. Tantôt, ça va être quelque chose d'assez classique au niveau de la gestion des tests, exécution des tests, etc. Beaucoup d'automatisation, une grosse demande d'automatisation qui s'amplifie d'année en année. Pour ce qui est de certains de mes collègues, il y a pas mal de demandes aussi qui arrivent sur les tests non fonctionnels et notamment en tests de performance et charge. Des demandes de coaching, voilà, test agile, c'est assez varié. Et du fait qu'on ait cette petite équipe-là, on est amené à intervenir sur pas mal de choses différentes. C'est ça qui me plaît pas mal dans ce contexte. Non, c'est super intéressant et on voit bien l'évolution de notre métier où il y a encore, allez, peut-être 5-6 ans, on était vraiment dans du test fonctionnel, la stratégie et plan de test. Et là, on doit élargir nos compétences. C'est ce qu'on appelle le quality engineering, plus d'automatisation, plus de coaching, plus de BDD, d'example mapping, de collaboration, plus de maîtrise d'outils de DevOps aussi, de performance, d'observabilité. Et il y en a encore bien d'autres. Et du coup, on se dit, ouais, ça fait beaucoup de compétences à avoir. Et c'est super intéressant, mais hyper challenging. Donc, on voit bien que qu'on soit en France, en Nouvelle-Calédonie ou n'importe où dans le monde, les problématiques sont les mêmes. Et ça c'est top. Mais peut-être avant d'aller un peu plus loin, où tu me parleras un peu justement de la spécificité de la Nouvelle-Calédonie, comment tu fais pour recruter sur une île de l'autre côté du monde qui doivent parler français. Tu as parlé un peu de crowd testing. Est-ce que tu peux donner en quelques mots une définition pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est? Le crowd testing, c'est une pratique qui existe depuis déjà une douzaine d'années, qui consiste à mettre en relation des entreprises qui éditent des logiciels avec des gens du commun des mortels, hein, pas des gens du test professionnel, mais des internautes qui vont avoir une visée de représentativité et pouvoir mettre à disposition de ces personnes-là avec un ciblage plus ou moins fin les logiciels pour avoir des retours de tout type. Hein. Ça se diversifie de plus en plus. L'offre de plateforme est de plus en plus fournie. Et chacune va se positionner sur un créneau particulier. Et les retours au tout début, initialement, visaient pas mal à être au niveau du fonctionnel, mais ça se diversifie pas mal et sur les aspects non fonctionnels également. Certaines plateformes proposent également de l'automatisation. Bon, merci pour cette précision, ça permet d'introduire le sujet. On ne va pas parler que de ça aujourd'hui, mais surtout, je pense que je vois déjà quelques éléments dans le chat où ça fait rêver la vie en Nouvelle-Calédonie. Peut-être que tu peux nous en dire un peu plus.
Ça change quoi de la vie en métropole? Qu'est-ce que ça fait de travailler au quotidien en Nouvelle-Calédonie? Je pense que tu es, à Nouméa ou tu es peut-être un peu Je plus suis à Nouméa. Voilà. L'essentiel de l'activité économique, en tout cas dans le tertiaire, se situe à Nouméa. La grande majorité de la population calédonienne vit à Nouméa. Je ne peux pas répondre pour toutes les personnes qui vivent en Nouvelle-Calédonie, mais à titre personnel, ça me faisait rêver avant, ça continue de me faire rêver pendant, ça fait 7 ans. Effectivement, c'est une culture de travail qui est différente et c'est également, quand on a un regard métropolitain, quelque chose d'assez unique de découvrir ce contexte-là où, je ne vais pas mentir, moi, quand j'ai entendu parler la première fois de la Nouvelle-Calédonie, je pensais que c'était un peu une île déserte paradisiaque où il n'y avait pas énormément de logiciels. Je me disais, mais iTest, qu'est-ce qu'ils doivent tester comme logiciel? Ça ne doit pas courir les rues non plus. Vite, je me suis détrompée parce que en fait, c'est une île qui a vraiment beaucoup de particularités et qui nécessite d'avoir beaucoup de logiciels spécifiques et du coup également forcément du test à dérouler derrière. Donc, le fait de découvrir le pays au travers de logiciels, ça apporte beaucoup, ça aiguise la curiosité, ça apporte une culture qui va être un peu particulière, de découvrir le pays aussi via ces logiciels-là de toutes sortes, aussi bien des logiciels publics que privés d'ailleurs. C'est très intéressant. On commence déjà à avoir des questions. Mais comme c'est moi qui ai le micro, je vais poser une question. Moi aussi, quand je vois la disposition du monde, la Nouvelle-Zélande, c'est quand même une petite île, mais elle est à côté quand même d'une région Asie-Pacifique aussi intéressante, notamment l'Australie à côté, tu as la Nouvelle-Zélande. Est-ce que c'est aussi, il y a des interactions et des projets plutôt anglophones et pas que français qui vont travailler, je ne sais pas, plus globalement aussi avec les Fidji, Tonga, Samoa, ou c'est finalement très centré sur la Nouvelle-Zélande pour l'instant, votre activité? À l'heure actuelle, nos clients sont globalement en Nouvelle-Calédonie. Ça nous arrive de temps à autre d'avoir des collaborations avec d'autres îles des Dom-Tom d'ailleurs, Réunion, Polynésie. Mais oui, effectivement, à ce jour, on est déjà vraiment très booké avec déjà ce qui se passe sur place, sur le territoire, pour avoir l'occasion vraiment de découvrir d'autres choses. Ok. Du coup, je commence à poser 2 questions. Une par Nabil qui voulait savoir exactement combien vous êtes testeur professionnel chez iTest pour avoir une idée de la taille de l'entreprise. 8 et une personne supplémentaire qui a créé une petite antenne qui est en Polynésie française. Ouais, du coup, vous êtes plus proche de la start-up Oui. que d'une entreprise, d'une PME. Ok, d'accord. Et il y avait une autre question d'Alexandre. Merci aussi pour la question de Nabil. Savoir si aussi tu faisais beaucoup de déplacements. Je pense que c'est en Nouvelle-Calédonie. Je sais que tu fais un déplacement ou deux en France, mais sinon, tu restes tout le temps sur Nouméa, c'est ça? Oui. Non, à ce jour, toutes les missions que j'ai eu à faire pour iTest, c'était à Nouméa. Après, 2 JFTL, c'était des gros déplacements aussi. Si on compte les kilomètres, je ne sais pas si ça compte beaucoup. Et un autre, j'ai eu la chance de participer à Test Bash à Sydney en 2019, ce qui était très enrichissant aussi de découvrir une conférence en Australie, d'avoir une vision un peu différente. Un état d'esprit différent aussi, qui plaît pas mal, qui permet de vraiment élargir ses possibilités. Oui, du coup, c'est intéressant parce qu'en Australie, comme des grosses conférences, ça peut durer sur plusieurs jours. Du coup, c'était quoi? C'était la même taille que la JFTL ou ça dure une semaine? Non, c'était un événement de taille plus modeste. On devait être peut-être une centaine de personnes, assez confidentiel, mais les formats étaient intéressants, les interactions étaient intéressantes aussi. Il y avait pas mal de petits ateliers qui étaient proposés pour favoriser
les échanges entre les différentes personnes et de brasser un petit peu les gens qui participent. Des fois, on peut être un petit peu inhibé quand on arrive à une conférence, on connaît personne. Il y avait pas mal de dispositifs qui permettaient de se rencontrer et d'échanger. Du coup, est-ce que tu as eu l'occasion, quand tu allais à Sydney, de croiser par exemple Anne-Marie Charrette, qui est très active dans la communauté internationale sur le rôle de coach QA, de coach qualité, qui est très pédagogue, je trouve, dans son approche. Est-ce que tu as eu l'occasion d'échanger quand même avec... C'est quand même... pour moi, c'est une sommité. Je trouve que ce qui est fait, c'est super intéressant. Ou tu n'as pas encore Elle y eu était. cette chance-là? Elle y était? Elle y était, effectivement. Il y avait aussi Trish Ku, qui est assez connue, et bien sûr Angie Jones, qui a vraiment envoyé du pâté. Donc Angie Jones, c'est celle qui a fondé la Test Automation University. Donc ouais, sa présentation était magnifique. Voilà. Une Comme belle leçon. quoi, on peut se retrouver de l'autre côté du monde et être juste à côté de l'Australie et avoir accès à des... enfin, j'allais dire facilement. C'est pas... Quand sur la carte, on aurait dire que c'est juste à côté, mais c'est pas si à côté que ça. Mais ça permet d'avoir accès à des personnes qui sont plus difficiles d'avoir de l'autre côté. Quand même. Il y a quand même une petite boîte qui s'appelle Atlassian aussi, qui a quand même mis en place des concepts de quality engineering et de nouvelles façons de tester qui ont été réutilisés par Netflix ou Google par la suite. C'est quand même intéressant. Alors, je m'emballe, mais il y a quand même d'autres Et questions qui arrivent. Canva aussi. Il y a Canva. Je crois que je vois un article sur la créatrice de Canva par semaine sur LinkedIn. C'est une vraie success story. Oui, c'est vrai, tout à fait. L'Australie est très dynamique dans l'édition de logiciels. Oui, avant de parler un peu de la complexité de recruter et d'attirer des talents, les secteurs d'activité, c'est Asma qui demande ça. C'est quoi plus du tourisme, plus de la banque, ou c'est très diversifié comme on peut trouver en métropole sur Nouméa? Alors, le tourisme, pour le moment, c'est pas un secteur que j'ai pu vraiment explorer d'un point de vue logiciel. Le tourisme est certainement beaucoup moins développé que dans d'autres zones telles que la Polynésie notamment. Après, les logiciels qu'on a testés, bon, aussi bien des logiciels publics que privés. Donc, public, il faut penser pas mal en fait, au fait c'est un gouvernement en Nouvelle-Calédonie qui est à part. Donc, ça fait une couche supplémentaire. Il va y avoir un système fiscal à part, des impôts qui sont à part, etc. D'un point de vue privé, les banques calédoniennes ne sont pas nécessairement les mêmes qu'en métropole. Donc, ça fait quand même pas mal de choses à tester. Donc, du coup, c'est intéressant parce que c'est diversifié. Exactement, ouais. Okay. Mais justement, comment vous faites pour avoir des testeurs déjà fonctionnels compétents, mais après en automatisation sur des profils là? Il y a des universités qui forment, c'est vous qui formez des gens, c'est des reconversions professionnelles, ou vous recrutez 100% des gens en métropole qui ont déjà les compétences? C'est peut-être un peu de tout ça. Alors, à ce jour, on essaye de recruter des personnes qui ont à minima une année d'expérience dans le test logiciel. Ça peut être en alternance, un peu importe, tant que la personne a mis la main un peu dans le cambouis et qui a abordé au moins les bases de l'automatisation des tests, parce que c'est une demande qu'on a constamment. Donc, on est une petite équipe et comme chaque personne peut être amenée à un moment ou à un autre à être appelée sur des missions assez diversifiées, on essaye de pouvoir être multitâche et multicasquette. Donc, forcément, je dis tout ça, ça fait beaucoup de critères. En plus de ça, on recrute en métropole parce que sur place, bon, alors maintenant, il y a un master MIAGE qui a ouvert à l'Université de Nouvelle-Calédonie depuis peu, mais c'est assez récent. Il n'y a pas vraiment de spécialité dans le test logiciel dans cette formation-là. Donc, globalement, voilà, on recrute en métropole et ça rajoute une complexité supplémentaire au recrutement.
Alors pendant le Covid notamment, on se disait bon, il y a peut-être quelque chose à faire parce que pendant assez longtemps, la Nouvelle-Calédonie a été un territoire Covid-free. Voilà, il y a eu pendant la période Covid, il y a eu par exemple le 14 juillet où tout le monde était dans la rue sans masque, tout allait bien. On se disait bon, bah peut-être que ça va attirer des personnes. Pas plus que ça en fait. La difficulté reste toujours la même. Ça représente un gros déménagement. Ça représente un changement de paradigme familial qui est quand même pas forcément dans les projets de tout le monde. Il y a un état d'esprit assez particulier dans lequel les personnes se mettent en déménageant en Nouvelle-Calédonie. Mais globalement, une fois qu'on passe le voilà, on se sent bien. Professionnellement, c'est intéressant parce qu'il y a ce côté un petit peu pionnier dans le sens où, ben voilà, comme Alites, c'est le premier centre logiciel du territoire. Il y a un petit peu cette volonté de partager les bonnes pratiques. C'est un challenge aussi pour nous de se dire, bon, bah voilà, si on a l'ambition de partager les bonnes pratiques, il faut constamment se mettre à jour, tout en tenant compte du fait qu'il y a pas mal de demandes auxquelles répondre en même temps. Donc, isoler du temps pour monter en compétences, etc. Donc, c'est un état d'esprit voilà, qui nous maintient dans une position de challenge assez stimulante. Du coup, sur ces challenges-là, est-ce que tu vois un peu la même chose que nous, qu'on peut voir en métropole, il y a encore, allez, je vais dire 2, allez, peut-être 3 ans, quand on était sur des profils un peu plus techniques sur l'automatisation, ils cherchaient un mot-clé sur Selenium, on a le framework, on a le mot-clé, ça devrait le faire. Et, après, il y a eu quelques échecs dans l'automatisation. Et nous, moi, le point de vue que j'ai, c'est beaucoup plus d'exigence sur le profil technique d'automatisation, qui n'est pas juste connaître un peu l'automatisation, mais connaître les bonnes pratiques, le Page Object Model, d'autres patterns, les contraintes, comment le maintenir dans le temps et le gérer. Est-ce que vous aussi, vous avez en face des projets, des clients qui eux aussi sont montés en gamme, une meilleure compréhension des objectifs, de la complexité technique, qui fait que c'est encore plus compliqué de recruter ces profils-là qui sont de plus en plus rares sur le marché parce qu'il y a de plus en plus de besoins associés à ces meilleures pratiques pour qu'il y ait un véritable ROI sur l'automatisation et pas juste dire on a lancé l'automatisation et dans 6 mois peut-être que ça ne marchera plus. À ce jour, c'est plutôt nous qui sommes force de proposition sur l'automatisation. Les clients viennent assez souvent nous voir pour dire on veut automatiser. Et nous qui questionnons vraiment le besoin derrière et on se rend compte qu'il n'y a pas forcément besoin d'automatiser tout de suite, voire même parfois besoin d'automatiser du tout. Et on se précipite pas forcément sur toutes les occasions d'automatiser, on va plutôt chercher à voir la qualité globale, comment l'organiser. Après, on recherche pas forcément des cadors en automatisation, sachant que bon voilà, si la personne arrive à des bases, on a une bonne solidarité d'équipe qui fait que on échange entre nous les bonnes pratiques, on essaye d'avoir une communauté de pratiques. On n'a pas tout le monde au sein d'iTest les mêmes outils préférés. On essaye pour autant d'homogénéiser un maximum les pratiques de façon à pouvoir switcher de projet et pas être complètement perdu. Donc voilà, on ne recherche pas nécessairement des gens qui vont avoir 5-10 ans d'automatisation validée. Oui. Puis à un moment donné, il faut, si vous avez la capacité d'accompagner et de faire monter en compétence, c'est une bonne chose, surtout si les clients ils acceptent cela. J'ai d'autres questions qui arrivent. Youssef, il voulait savoir les types de projets justement que vous avez. Est-ce que c'est plus du web, du mobile, voire de l'embarqué? Moi, j'ajouterais des API aussi, ça peut être ça, parce que de plus en plus, on teste les API, c'est une bonne chose. C'est assez hétérogène ou finalement c'est beaucoup du web et du mobile avec très très peu d'embarqués en Nouvelle-Calédonie? Alors à ce jour, pas d'embarqué, je crois. Je pense pas que ça nous soit arrivé de tester de l'embarqué. Des API régulièrement et beaucoup de web et beaucoup de mobile, ouais. Et parfois des clients lourds encore. Oui, tu parles du logiciel, hein, pas de la personne.
Oui, ça existe encore, surtout quand tu as des organisations traditionnelles comme des banques ou du public. On va avoir beaucoup de clients lourds encore à évaluer et à tester. J'ai Romain qui nous pose aussi une autre question sur la matérialité du test, mais voilà, plus en mode shift left. Est-ce que voilà, il y a plus de généralité sur le TDD, le BDD, la TDD, ou ça dépend, voilà, ça dépend du cas de figure. Ça démarre, ça démarre. Pour le moment, c'est pas encore des pratiques qui sont très courantes, je dois admettre. Mais j'ai l'impression qu'en métropole, c'est un peu le cas aussi. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un biais dans le sens où les personnes qui utilisent ces pratiques-là ont tendance à communiquer dessus et c'est très bien. Et ça donne l'impression peut-être que c'est la majorité, alors qu'en fait, il y a pas mal d'entreprises qui sont pas encore et qui simplement ne communiquent pas dessus. C'est pour ça aussi que je trouve intéressant de se pencher régulièrement sur les enquêtes qui peuvent sortir, telles que le sondage annuel du CFTL ou encore le World Quality Report qu'on attend impatiemment tous les mois de septembre. Mais effectivement, non, en Nouvelle-Calédonie, je pense que c'est pas encore tant que ça répandu, mais je saurais pas dire à quel point c'est pas répandu autant qu'en France ou moins. Ça dépend. Après, nous, on a un biais, on est dans le quality engineering, donc on a énormément de clients qui veulent aller très très vite en production, donc tout ce qui va être TDD, BDD, beaucoup d'automatisation de chaînes DevOps, on le voit énormément. Mais voilà, c'est énormément de projets IT en France, donc une très grande disparité. Et ça dépendra des compétences adaptées sur le projet, parce que c'est des choses collaboratives, c'est pas que le testeur qui porte ce sujet. Et c'est ça le truc, c'est que souvent, on veut que ce soit le testeur et qu'il va se limiter au Gherkin et on dit qu'on fait par exemple du BDD. Mais du coup, il y a beaucoup de raccourcis là-dessus. Et en fait, le plus important, moi, on peut l'appeler PDD, ATDD, atelier de comme on veut, c'est qu'il y a de la collaboration avec le métier. Déjà, qu'on soit en cycle en V, en petit cycle itératif ou en agile, je pense que c'est ça. Si on n'a pas l'information, on va faire des erreurs de conception, de design dans le dev, donc dans le test, on ne va pas exécuter ce qui est attendu et on va devoir refaire le travail. Mais ça, je pense que c'est partout pareil dans le monde. Hein. Si on ne sait pas ce qu'on doit tester, on interprète et c'est pas bon. J'ai encore plein de questions. Attends, je vais essayer de les prendre dans l'ordre. Du coup, oui, sur les clients lourds, c'est surtout du test fonctionnel où il y a un peu d'automatisation. Et si c'est le cas, avec quels outils vous avez déjà essayé de le mettre en place? Sur les parties que j'ai pu voir, c'était UFT. Après, il me semble que les collègues ont pu utiliser d'autres outils sur d'autres clients lourds, mais je ne sais plus exactement lesquels. Ok. Oui, après, il y a comment ça? Pareil, ça va être la question technique, plutôt du Python, plutôt du Java. Je pense qu'il y en a qui veulent peut-être réfléchir à partir en Nouvelle-Calédonie, qui se disent, mais c'est quoi la technique sur laquelle il faut être plus Java, plus Python, plus JavaScript, je dirais, si on réfléchit au Cypress. Mais puis, en plus, moi, j'ai pas envie de me lancer. Comment? Vous ne fermez pas une techno, finalement. Ce que vous voulez, c'est une tête bien faite qui sait un peu. Absolument. Absolument. Voilà. Et j'ai pas trop envie de prendre position en public sur Python ou Java parce que je veux pas lancer une guerre de religion ce soir. C'est beaucoup trop tard. Même si j'ai ma petite préférence, évidemment. Mais c'est pas une vraie préférence, c'est plus une question d'habitude. Et si demain, je dois switcher sur l'autre, voilà, ça s'apprend certainement. Très bien. Mais oui, mais tout à fait. Ça s'apprend. Surtout que vous êtes dans un cadre où finalement vous faites monter les gens en compétences. Donc c'est ça qui est intéressant dans votre région. C'est pas toujours le cas. On veut souvent la compétence immédiatement. Ce qu'on peut comprendre, hein, les projets ont des grands objectifs, des deadlines importants, des budgets, et ils veulent tout de suite avoir la compétence immédiate. Et c'est pas toujours évident parce qu'on est dans un secteur où dans le test, on nous a beaucoup formés au fonctionnel, un peu à l'agile, pas trop au DevOps et l'automatisation de façon chaotique, on va dire. Donc du coup, on se retrouve avec une énorme envie
d'automatisation, de DevOps, de partage de bonnes pratiques, avec pas tout le monde qui a les mêmes compétences et qui mettent plus ou moins de temps à les acquérir. Donc ça, je pense que c'est la même problématique sur l'évolution de notre métier. On est parti du rôle de testeur à un vrai rôle d'ingénieur, j'ai envie de dire. On va être capable de switcher du technique, du fonctionnel, du métier et apprendre des choses de plus en plus complexes et de plus en plus rapidement. Donc, moi, je trouve ça intéressant. Ça nous évite d'être dans notre zone de confort. Mais c'est peut-être plus compliqué pour des gens qui ont fait 10 ans, je vais caricaturer, à cliquer toute la journée sur des boutons. C'est peut-être, le saut va être plus compliqué. Mais j'ai une autre question. Ouais, vous avez besoin de combien de testeurs? Plutôt junior, plutôt senior? 5, 10, 1000. Envoyez vos candidatures. Moi, je ne sais pas, on verra bien. Souvent, moi aussi, quand on me pose la question, mais moi, je dis, j'ai 80 personnes qui ont les compétences, je suis sûr qu'on les recrute parce que des besoins, on en a. La vraie question, c'est est-ce que ça match? Est-ce que pour toi, ça va être est-ce que ça va matcher avec le mode de vie? Parce que c'est pas, enfin, ce que vous cherchez, c'est pas que des compétences techniques, c'est des gens qui vont se dire, c'est un investissement de venir. Il faut qu'ils se projettent sur 1 an, 2 ans. C'est pas possible de se dire, je vous vois dans 3 mois et à la période d'essai, je verrai si je reviens sur Paris. C'est pas comme changer de boulot en métropole. C'est pas le même impact personnel ni familial. Oui. Si on vient avec le ou la conjointe et ses enfants, c'est un mode de vie. Il faut être préparé, surtout si on n'est jamais allé là-bas. Et moi, pour être d'origine corse, vivre sur une île, c'est toujours particulier, avec ses avantages. Effectivement. C'est des projets qui se pensent presque ensemble, en coordination. Quand une personne décide de nous rejoindre, bon, il y a un moment, ça peut être dans un entretien préparatoire ou non, où on va poser la question, bon, bah voilà, est-ce que vous venez accompagner ou pas? Est-ce que vous avez des enfants? On peut poser la question éventuellement, voilà, si la personne accepte de nous dire le métier de son ou sa conjointe, l'aiguiller un petit peu, on peut faciliter certaines choses pour donner un petit peu un aperçu, parce que il y a rien de plus frustrant en fait qu'une personne qui arrive en Nouvelle-Calédonie, quelle que soit l'entreprise qui la recrute, qui se rend compte au bout d'1 an que sa conjointe n'arrive pas à trouver du travail. Voilà, ça peut donner des situations qui peuvent être potentiellement difficiles. Aussi, nous, assez rapidement, quand une personne décide de nous rejoindre, on peut commencer l'onboarding assez tôt, en fait, lui ouvrir un accès à notre Slack pour voilà, échanger des infos pratiques. Les personnes peuvent avoir des questions sur est-ce que je prends un conteneur ou pas, comment je fais pour mes animaux domestiques, l'inscription des enfants à l'école, comment ça va se passer, c'est quoi le prix des loyers, c'est quoi les quartiers qui sont bien à Nouméa, toutes sortes de choses en fait où on est préparé à ça tout le temps, ou même des fois aller chercher la personne à l'aéroport quand elle va arriver à l'aéroport de la Tontouta à 23h. Bon, c'est un premier contact sympa aussi qui peut avoir lieu. Donc c'est vraiment un projet, mais qui se pense aussi sur le long terme, parce que nous, on recrute pas sur mission, on recrute sur profil. C'est des discussions parfois qui peuvent avoir lieu pendant assez longtemps avant que l'embauche se fasse effectivement. On a un collègue qui nous a rejoint il y a 1 an et demi à peu près. Et ça faisait 1 an et demi qu'on parlait. On avait eu notre premier contact il y a vraiment très longtemps de ça. Et au final, il a pu nous rejoindre, ça se passerait très bien, mais voilà, ça se pense dans le long terme et ça permet aussi de faire connaissance avec la personne sur ce long terme-là. C'est sûr que on va pas dire voilà, les entretiens se sont bien passés, rendez-vous dans 3 mois. Non, il y a des rares personnes qui l'ont fait, mais c'est pas du tout quelque chose que nous on peut attendre d'une personne, sachant qu'il y a tout un déménagement. En général, les personnes veulent aussi prendre des vacances pour faire le tour de la famille, des amis, pour dire au revoir, etc., se retourner un peu, bref. C'est particulier. Et oui, c'est un vrai changement. De toute façon, quand déjà on change, on déménage déjà de région, c'est un
un sujet. Quand on part d'un pays d'Europe à Europe ou de Maghreb en France, c'est un sujet. Mais là, partir de l'autre côté du monde, loin de sa famille, c'est toujours un vrai challenge. On arrive à la fin de notre demi-heure, Zoé. Je vais essayer de recruter peut-être il y a deux questions qui sont similaires. C'est sur les profils. Est-ce que c'est qui sont liés à la reconversion? Est-ce que vous recrutez aussi des fois des reconversions professionnelles ou plutôt des profils qui ont fait du développement et qui vont se reconvertir sur le test ou quelques types de reconversion? Ça peut arriver ou finalement c'est une question aussi de feeling, Il y a plusieurs types de profils, hein. Il y a beaucoup de gens issus de reconversion comme un peu partout dans le monde du test. Personnellement, je trouve que c'est des profils qui sont assez intéressants parce qu'ils peuvent offrir un point de vue différent sur les logiciels, sur les façons de faire, etc. C'est des cultures de travail différentes qui viennent nourrir un petit peu tout ça. Les profils également de devs qui se reconvertissent dans le test sont intéressants aussi de par leurs compétences techniques. Je pense qu'un bon mix, une bonne diversité, c'est important dans toutes les équipes, voilà, ici comme ailleurs. Mais tout à fait, la diversité et l'envie d'apprendre aussi, je trouve que c'est super important. On est quand même dans un métier aussi de soft skills, donc c'est important d'avoir cette capacité à proposer et à communiquer. Moi, ce que je vous propose, c'est que si vous avez des questions plus spécifiques sur la vie en Nouvelle-Calédonie, j'ai vu le coût de la vie, j'ai vu des questions passer. Je pense qu'on vous a mis quelques liens qui donnent des infos, mais n'hésitez pas à contacter Zoé via LinkedIn pour voir. Et à échanger avec elle. N'hésitez pas à me contacter aussi si vous avez des questions sur l'automatisation, les tests, le quality engineering. Et avec grand plaisir, on pourra partager avec vous. Vous allez voir, Zoé est quelqu'un de assez disponible. N'oubliez pas qu'il y a 12 heures de décalage horaire, peut-être 11, en ce moment 9 et après en heure d'hiver 10. Voilà, donc forcément, il n'y a pas la même réactivité que des gens qui sont en France, forcément. Parce que nous, quand on est réveillé, Zoé dort. C'est un peu normal. Je vous rappelle que là, il doit être 22 heures en Nouvelle-Calédonie. Donc, Zoé, je te remercie énormément de cet échange. Au-delà du fait que tu nous as parlé de Nouvelle-Calédonie, des opportunités, moi, j'aime bien ce que tu fais, la communication, le blog que tu vas, la conférence que tu as fait à la dernière JFTL était très intéressante. Je vous encourage à aller voir le support sur le site de la JFTL. Voilà. Pour information, la conférence a été élue meilleure conférence de la dernière édition, donc félicitations. Et donc, voilà, Zoé fait partie des personnes qui aiment partager et diffuser ses pratiques, les challenger avec les autres. Donc, continue comme ça, Zoé. C'est toujours un bonheur de voir des articles, des sujets. Donc, merci aussi à vous tous de vous être connectés dans une période estivale. Et pour ceux qui partent en vacances, passez de bonnes vacances. Et à très bientôt. Le prochain Warrinia aura lieu en septembre. Je n'ai pas encore la date exacte, mais nous vous la communiquerons sur les réseaux sociaux. Merci à tous et d'avoir participé à ce Wearing Live. Au revoir.